Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, les Lakers ont terminé avec les Pélicans. Ils ont gagné le match hier sur le terrain de la Nouvelle-Orléans, 110-106. Un match qu'ils ont failli perdre. Je vous ai dit que c'était un match difficile. Difficile de battre une équipe comme celle-ci 2 fois de suite sur son terrain. Néanmoins, les Lakers ont trouvé une solution et ils ont gagné ce match malgré un match exceptionnel de Zion Williamson. Je pense que s'il n'était pas sorti au quatrième quart-temps, parce que c'est ça, oui, c'est l'information, c'est que Zion est sorti du match sur blessure. Eh bien, s'il n'était pas sorti du match, je pense que les Lakers auraient perdu ce match parce qu'il est rentré dans une forme de momentum et je pense que les Lakers n'ont pas trouvé de solution à ces pénétrations. Nous allons bien sûr analyser cette victoire des Lakers. Nous parlerons des Warriors de Golden State qui sont en vacances, terminés pour eux face à Sacramento hier. Et alors, nous allons nous projeter bien sûr sur le prochain match-up des Lakers face aux champions en titre. Je vais vous donner 10 clés pour la victoire des Lakers dans cette série. Une série dans laquelle personne ne donne une chance aux Lakers. Je vous dirai dans cette émission, je vous donnerai 10 clés que les Lakers peuvent exploiter pour gagner cette série. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Victoire des Lakers 110-106 donc face à la Nouvelle-Orléans. Un match difficile, un match que les Lakers ont maîtrisé pendant 2 quarts-temps et demi. À partir du 3e quart-temps, Zion a pris le match en main et physiquement, c'était difficile pour les Lakers de pouvoir le tenir. Alors, je voudrais dire quelque chose. Zion, en tant qu'attaquant principal, j'aime bien, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand il rend les autres meilleurs, quand il distribue la balle. Parce que hier, en fait, on s'est rendu compte qu'un joueur comme McCollum n'a pas été influent. On se rend compte que le pivot Valanciunas n'a pas reçu de balle à l'intérieur. On se rend compte qu'un joueur comme Troy Murphy n'a pas été non plus influent. On se rend compte que Brandon Ingram est passé à côté de son match. Donc, tous ces facteurs ont fait que les Lakers ont pu gagner ce match sur base d'un excellent match de D'Angelo Russell qui a inscrit 21 points, 19 points dans l'avant-dernier match et 21 dans le dernier. Et sur ces 2 matchs, une seule perte de balle. Et ça, c'est très intéressant. À ça, il faut ajouter que sur ces 2 derniers matchs, 10 paniers à 3 points inscrits. 5 hier et 5 l'avant-dernier match. Donc, D'Angelo Russell, on a besoin de lui. On a besoin qu'il soit influent pour la prochaine série. On en parle tout de suite. Alors, hier soir, l'équipe des Kings n'a laissé aucune chance aux Warriors de Golden State. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que je donnais une petite avance sur les Warriors. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que Klay Thompson allait passer complètement à côté de son match et que Draymond Green n'allait pas du tout être influent dans la raquette. Et enfin, que Keegan Murray allait être aussi influent de son côté, puisqu'il a inscrit 32 points et notamment 8 tirs à 3 points inscrits. Donc ça, je pense que personne ne pouvait s'y attendre. Le 0 point de M. Thompson, le manque d'influence de Draymond Green et ce match de mammouth de Keegan Murray a fait que l'équipe des Kings a gagné assez facilement cette rencontre face aux Warriors de Golden State. Une équipe qui désormais pose question, quel est l'avenir de cette dynastie? Ça pourrait faire l'objet d'une émission future, mais on est sur les caisses tout le temps. Je ne peux pas m'arrêter à ce genre de considération, mais force est de constater que cette équipe nous a fait rêver et l'avoir terminée comme ça fait forcément un petit peu mal au cœur. Je sais, personne ne donne une petite chance aux Lakers dans cette série face aux Nuggets de Denver. Je comprends. Les Lakers n'ont pu gagner face à cette équipe depuis 10 matchs. Les Lakers ont été sweepés pendant la saison régulière cette saison. Les Lakers ont été sweepés la saison dernière en finale de conférence. Après une campagne des playoffs magnifique, ils ont été à bout. Et donc, l'équipe des Nuggets, qui est une excellente équipe, n'a fait qu'une bouchée des Lakers. Pourtant, dans cette émission, je vous dis que les Lakers ont une chance.
Ils ont une chance s'ils arrivent à maîtriser les 10 facteurs que je vais vous indiquer dans cette émission. Le premier facteur, c'est une question. Quel est le meilleur duo de cette série? Dans l'équipe des Lakers, vous avez LeBron James et Anthony Davis. Et dans l'équipe des Nuggets, vous avez Nikola Jokic, 2 fois MVP de la dernière finale, le meilleur joueur sans doute de cette saison, peut-être encore un MVP, l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais avec lui, vous avez Jamal Murray. La question, c'est de se demander intrinsèquement, c'est-à-dire dans le système des équipes respectives, quel est le troisième meilleur joueur? Est-ce que c'est Anthony Davis ou alors est-ce que c'est Jamal Murray? La série qui arrive doit répondre à cette question. C'est-à-dire que c'est tout le système qui va diminuer l'influence de ces deux joueurs-là. D'un côté, les Lakers doivent trouver une parade en défense contre Murray qui, en général, est clutch dans le money time. Ou alors, est-ce que c'est AD qui va contrôler la raquette des Lakers, qui va justement permettre aux guards de pouvoir faire pression sur les guards adverses, sachant que derrière eux, il y a une protection de cercle. Quelle équipe aura le meilleur duo? Est-ce que c'est le duo Jokic-Murray ou alors est-ce que c'est LeBron-AD? Voilà une question fondamentale à laquelle cette série doit répondre. Le deuxième facteur, la deuxième clé, c'est le pick and roll de Denver. Denver a un pick and roll qui est particulièrement efficace. Quand c'est entre le pivot Jokic et son meneur Murray, il faut trouver un système de switchabilité. Il faut que LeBron soit sur Murray à ce moment-là et qu'Anthony Davis ou Rui Hachimura soit sur Jokic. De telle sorte que quand le switch se fait, d'ailleurs je propose que le switch se fasse, et bien à ce moment-là, on a des joueurs qui sont capables de tenir la route, notamment face à Murray. Ce pick and roll, c'est la clé pour les Denver Nuggets en attaque, mais c'est aussi la clé pour les Lakers en défense. Mais s'il n'y avait que le pick and roll, il y a aussi le pick and pop. Le pick and pop entre Murray encore et Porter Jr. J'ai vu ce mécanisme notamment dans l'avant-dernier match de la saison régulière qu'ils ont joué ensemble, où les Denver Nuggets ont joué sur ce système-là. Quand c'est Porter Jr. qui pose l'écran, il s'écarte et le pop se fait à 3 points. Et l'équipe des Nuggets, je pense qu'ils ont marqué 3-4 possessions de suite face aux Lakers dans ce système-là. Donc, il faut une rotation beaucoup plus rapide de l'équipe des Lakers, des ailiers. Il faut qu'ils soient beaucoup plus mobiles. Et là, c'est Darvin Ham que j'interpelle. Et bien sûr, Darvin Ham, on en parlera dans la suite de cette émission. Alors, la quatrième clé, elle est très importante. Pour moi, c'est l'une des plus importantes. Il faut absolument faire travailler Jokic pendant tout le match. Il ne faut pas le laisser se reposer. Malone a souvent tendance à le cacher dans son système et à le mettre un petit peu au repos. Et là, il est frais pour terminer le match. Non. Il faut que les Lakers le traitent un peu comme ils traitent Valanciunas lors des 2 dernières rencontres. Il faut qu'ils traitent Jokic de cette manière-là. C'est-à-dire le faire travailler en défense. Le mettre en pick and roll, aller le chercher. Il faut que LeBron aide aussi dans ce domaine-là. Il faut que LeBron aille l'attaquer le plus possible, le mettre en problème de faute. Il faut que AD le fasse aussi. Les Lakers ne peuvent pas gagner cette série si AD n'est pas agressif du début à la fin. Faire travailler Jokic, c'est la clé pour les Lakers dans cette série. La 5e clé pour moi, c'est comment défendre sur Jokic. Je pense que la solution sur l'ensemble de la série sera d'avoir Anthony Davis contre Jokic. Mais sur des séquences, en tout cas le plus souvent possible, il faut mettre Rui Hachimura sur Jokic. Il a fait du bon travail là-dessus. Parce qu'il a une forme de vivacité qui va l'aider justement à contenir. Il est assez tanké pour le tenir physiquement. Et il a aussi cette vivacité pour pouvoir justement le suivre. Et dans une solution de repli, ce sera plutôt LeBron qui fera ce travail-là.
Mais il ne faut pas qu'Anthony Davis défende sur Jokic pendant toute la série. Il va s'épuiser, puisqu'il est beaucoup plus frêle que Jokic. Et dès lors, il est beaucoup plus intéressant en deuxième lame. Je pense que j'ai déjà développé cette idée dans l'une de mes émissions précédentes, où je disais justement, je comparais avec ce qui s'était passé en 2020 dans la bulle d'Orlando. Et bien à ce moment-là, le défenseur qui était sur Jokic, ce n'était pas Anthony Davis, c'était plutôt Dwight Howard. Et à ce moment-là, Anthony Davis en deuxième lame rendait les choses beaucoup plus compliquées pour Jokic. Bon, il est vrai que Jokic était plus jeune à l'époque, mais c'est une formule qui peut être intéressante. Il faut en tout cas explorer cette formule le plus possible. La sixième clé, c'est exécuter à la perfection dans le money time. Les Lakers ont perdu 9 matchs face aux Denver Nuggets. Et à chaque fois dans ces matchs, les Lakers étaient dans la rencontre. C'est à la fin que Denver a fait la différence. Parce qu'il y a des erreurs de rotation en défense, il y a des pertes de balles, il y a des moments où on ne bloque pas au rebond. Eh bien, il faut absolument que les Lakers soient parfaits dans ces moments-là. Au moment où il faut clôturer le match, il faut que tout le monde soit à 100% concentré. Il faut que les Lakers exécutent mieux qu'ils l'ont fait jusque-là. Et ça tombe bien, puisque en attaque, l'équipe des Lakers a beaucoup progressé. Depuis le trade deadline, c'est l'une des meilleures équipes en attaque de toute la NBA. En défense, le challenge est beaucoup plus fort. Mais en attaque, les Lakers sont capables d'exécuter mieux qu'ils l'ont fait jusque-là et ils sont meilleurs à 3 points qu'ils l'étaient l'année passée. Donc, il y a d'espoir à ce niveau-là. Alors, ça nous amène au 7e point. Le 7e point, c'est le duel entre les deux coachs. Darvin Ham doit absolument répondre à Malone. Malone va avoir un schéma de jeu. Il va dicter le tempo. Il faut que Darvin Ham dicte le schéma du match. Il faut qu'il dise quelle est la solution qu'il va préconiser. Par exemple, est-ce qu'il va faire de Jokic un passeur en faisant un blitz sur lui pour qu'il lâche la balle, ou alors il va plutôt préconiser le man-to-man et défendre sur les périmètres. Mais en tout cas, il faut qu'il prenne une décision et il faut que les joueurs soient conditionnés à cette décision prise par le coach. Donc, ajustement au cours du match et aussi un schéma de jeu de base. Il ne faut pas que si le schéma de jeu prévu ne fonctionne pas, qu'il n'y ait pas d'ajustement on the fly, comme on dit, pendant le match en temps réel. Et je pense que l'expérience de Malone va être encore mise en valeur, mais Darvin Ham doit apporter des réponses. En tout cas, il faut qu'il montre qu'il a progressé depuis l'année passée. La 8e clé, c'est le supporting cast. L'année passée, ça a fait toute la différence. Les joueurs des Lakers, par exemple, un D'Angelo Russell, a complètement disparu. Cette saison, ça ne peut pas être le cas. Il ne faut pas que Michael Porter Jr., KCP, des joueurs comme Christian Brown soient meilleurs que D'Lo, Austin Reeves, Rui Hachimura. C'est pas possible. Dans ce cas de figure, même si AD et LeBron sont excellents, ils sont le meilleur duo des deux, eh bien, si le supporting cast n'apporte pas ce qu'il doit apporter, ça va être compliqué. Alors, j'attends que D'Angelo Russell fasse la série de sa vie. Il en va de la survie des Lakers dans ces playoffs. La 9e clé, c'est le ciblage systématique de Murray. Et c'est LeBron qui doit s'en charger. Il faut absolument qu'à chaque fois que LeBron ait le match, qu'il demande au joueur sur lequel Murray défend de venir lui placer un écran pour qu'il se trouve face à Murray. Je sais que Murray a bien défendu l'année passée, mais physiquement, il ne doit pas tenir face à LeBron. Donc, LeBron doit faire jouer sa science du jeu pour abuser de lui dans la raquette et jouer le bully ball. Parce qu'il ne pourra pas le faire face à Gordon. Gordon est le physique qu'il faut pour contenir LeBron. Mais face à Murray, il peut le faire. Pour ça, il faut le cibler. La 10e clé, c'est les pertes de balles. Les pertes de balles sont absolument fondamentales. Les Lakers doivent gérer la balle. Il ne faut pas que LeBron perde des balles à des moments importants. On l'a vu l'année passée, lors de la finale de conférence,
LeBron James a commis quelques erreurs et des pertes de balles que l'équipe adverse a exploitées au maximum. Prendre soin de la balle et prendre des bonnes décisions, c'est la 10e clé pour les Lakers de gagner la série face à Denver.